On va passer au livre, ça risque d'être un petit peu long aussi, puisque j'en ai lu 8, écouté 2, donc ça fait une bonne quantité. Le tout premier que j'ai lu sur le mois, c'est une fin de saga, une fin de duologie, c'est Peau d'âme tome 2, Les Braises de la Reine, aux éditions Gulfstream. Du coup ça me permet de faire un peu un retour sur la saga complète, parce que je trouve ça toujours difficile de faire tome par tome dans une saga. On suit une réécriture de Peau d'âne, je pense que tout le monde l'avait un peu deviné. C'est une réécriture qui est de très très bonne qualité, elle arrive à s'en détacher, c'est un point de départ mais elle s'en détache, elle fait des références à pas mal d'autres contes et c'est vraiment juste le point de départ. On suit Blanche, qui est princesse et qui découvre que son père a finalement changé d'avis et ne la garde pas comme héritière, donc il va se remarier, essayer d'avoir un autre enfant, ou en tout cas ce n'est pas elle, ce n'est plus elle qui sera l'héritière. Et elle n'est pas trop d'accord avec ce choix, elle décide d'essayer de s'émanciper, elle décide de trouver sa liberté. Alors, c'est une liberté trouvée d'une manière un peu violente et sanglante, mais c'est une liberté quand même. On va suivre du coup Blanche au travers de toutes ses aventures, elle va être accompagnée par pas mal de personnages, notamment le fou du roi, qui lui aussi va trouver sa liberté et son émancipation. C'est un personnage que j'ai adoré encore plus dans le tome 2 puisqu'il est plus approfondi et je le trouve vraiment très intéressant dans tout ce qu'il raconte. J'ai préféré Blanche dans le tome 1. J'avoue que dans le tome 2, je trouve qu'elle a tendance à un peu se répéter. Donc ça m'a... C'est quelque chose que j'ai du mal à apprécier dans les films quand les phrases, quand les réflexions reviennent plusieurs fois. Et j'ai trouvé que c'était un peu le cas sur Blanche dans le deuxième tome. Mais vraiment, ces deux tomes sont très bons, c'est sombre, c'est des contes comme on les attend des contes, c'est-à-dire que c'est sombre, c'est sanglant, c'est parfois violent, on cherche, les personnages féminins souvent cherchent l'émancipation, la liberté, de n'importe quelle manière, et je vous conseille grandement de lire ces livres, d'autant plus que c'est une autrice française, et c'est toujours bien de remettre en avant les auteurs français ou francophones, donc allez-y. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est La légende de Sleepy Hollow. Je connaissais le film, mais je ne savais pas du tout quel était le livre à la base. Et quand je l'ai vu, j'ai été assez surprise puisqu'il fait 75 pages. En fait, c'est pas un roman, c'est une nouvelle. Et non, je m'attendais pas du tout à cette lecture, j'avoue. Le Cavalier sans tête occupe vraiment les 5 dernières pages de ce livre, c'est pas beaucoup. Tout le reste, c'est plutôt suivre le village qui nous raconte il y a la légende du cavalier sans tête. Lui, il aurait vécu ça, elle aurait vécu ça. Voilà, c'est un peu les rumeurs qu'il y a dans le village qui courent. Et un personnage qui arrive dans ce village et qui veut essayer de se démarquer pour les beaux yeux d'une demoiselle, mais vraiment pas le cavalier sans tête, l'histoire de base centrale du livre. Donc je m'attendais pas à ça, c'était sympa à lire, mais c'était pas non plus la lecture du siècle. Ensuite, j'ai lu, aux éditions Verso, Les Oubliés de Greenborough de Sarah Besdurst. J'ai lu un autre livre d'elle dont je parlerai après. Dans ce livre, on suit Elisa qui ne s'est jamais autorisée à rester plus d'une dizaine de mois au même endroit puisque toutes les femmes de sa famille ont une malédiction et si elles restent au même endroit et qu'elles prennent racine au sens figuré dans un lieu, elles vont finir par se transformer en arbre. Donc elle va essayer de trouver la source de cette malédiction pour pouvoir l'annuler. Alors ce livre, je l'ai bien apprécié. Vraiment, je trouve le sujet très sympa, le livre est très beau aussi. Je trouve le sujet vraiment très chouette et original. La manière dont c'est traité aussi, comment parler de la fin sans révéler la fin, je trouve bien qu'il y ait certaines choses qui soient de l'ordre du psychologique et en fait on ne sait pas trop dans le livre vers quoi vraiment on est dirigé. Et moi ça me convient d'être un peu perdue dans les livres. Celui-ci est vraiment très chouette, les personnages sont intéressants, la recherche est intéressante, on suit plusieurs temporalités puisqu'on suit Elisa mais on suit aussi sa mère et sa grand-mère. 3 femmes de sa famille différentes qui vont vivre cette malédiction d'une manière différente. Donc c'est une très très bonne lecture que je vous recommande vraiment, vous allez passer un bon moment devant. Par contre, j'étais bien obligée de le comparer aux autres livres de Sarah Besdurst et notamment L'île au jardin que j'ai lu aussi ce mois-ci. L'île au jardin enchanté, oublie un mot, qui est un tome 2 de La petite boutique des sortilèges. Et en fait, je me demande à quel point la traduction a joué un rôle dans ma déception sur le livre.
Déception est un grand mot, j'ai aimé ma lecture, mais je le trouve en dessous de son autre saga. Et je pense que peut-être la traduction y est pour quelque chose. C'est pas les mêmes traducteurs et à mon avis ça a dû jouer un rôle parce que c'est vraiment la fluidité du récit que j'ai trouvé bien en dessous. Donc je serais curieuse d'avoir des... Il faut que je cherche des avis de lecture en VO, des gens qui ont lu tout en VO pour voir si ça a une différence, ou peut-être que j'essaierai de lire au moins les premiers chapitres en anglais pour voir ce que ça donne comme effet, mais j'ai vraiment eu cette sensation-là que la traduction ne convenait pas au style de l'autrice. Donc, je sais pas. Je le conseille sans aucun problème, mais c'est clairement pas mon préféré de cette autrice. Du coup, je vais enchaîner avec l'autre livre que j'ai lu de Sarah Beth Durst, aux éditions Brajlon cette fois. Donc c'est L'île au jardin enchanté, le tome 2 de la petite boutique des sortilèges. Dans ce tome, on va suivre Terlu, qui est un personnage dont on parle dans le tome précédent, puisque c'est le personnage qui a créé la plante sentiente du premier tome. Ici, elle sort de sa captivité, puisqu'elle était changée en statue suite à cette création de plante sentiente, puisqu'elle n'avait pas le droit d'utiliser la magie. Et elle se retrouve sur une île où il n'y a que des serres avec des jardins enchantés et un seul habitant. Donc elle est là, perdue, toute seule quasiment, elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas quel est le but, et on va lui demander de sauver les serres enchantées. C'est un tome que l'on peut lire indépendamment du premier tome, comme ça se fait très souvent, c'est dans l'univers 2. Personnellement, c'est quelque chose dans les sagas que j'ai beaucoup de mal à apprécier. Je sais que ça se fait beaucoup en romance, mais par exemple les romances où on suit une famille avec 3 frères, 3 sœurs, peu importe, et le tome 1 c'est sur tel frère, le tome 2 c'est sur l'autre, le tome 3 sur le dernier, c'est quelque chose qui a tendance à un peu me saouler dans les sagas, j'avoue. Mais ici ça a très bien fonctionné, ça a vraiment su se détacher, j'avais l'impression d'être dans un nouvel univers. Ça nous permet de voyager, de rêver, de travailler certains traumatismes, parce que les personnages ont des traumatismes qu'ils travaillent, notamment le fait d'être seul, qui est beaucoup présent dans ces livres, ceux qui apprécient d'être seuls, ceux qui n'apprécient pas d'être seuls, comment on peut compenser ça. C'est des livres qui sont pleins de bonnes intentions, c'est de la cozy fantasy, alors il faut pas s'attendre à avoir des actions dans tous les sens, mais moi c'est ce qui me convient, je suis très très bonne consommatrice de la cozy fantasy. J'aime les livres contemplatifs et celui-ci fonctionne vraiment très bien, on a envie de vivre dans ce roman, je veux vivre dans cette serre avec ces personnages et j'attends avec impatience finalement le tome 3 qui va être aussi dans l'univers 2. J'ai hâte. Ensuite on va partir sur un livre que je n'ai pas lu mais que j'ai écouté, il s'agit de Willow Lake. C'est une romance par Alicia Garnier, c'est donc une autrice française. Son précédent livre c'était Amber Falls et c'est avec ce livre là que je l'ai découverte, je la connaissais pas avant. J'ai adoré Amber Falls, donc j'avais très très hâte de lire Willow Lake. Je vais aller un peu à contre-courant sur ce livre parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs et pour ma part ça n'a pas du tout fonctionné, j'ai vraiment pas apprécié mon écoute. Et c'est pas un problème du livre audio, le livre audio est vraiment très bien, les voix sont très bien choisies, les lecteurs sont top, mais c'est vraiment l'histoire. Il y a un point que je déteste dans les romances, c'est quand il y a des problèmes de communication. Alors attention, j'accepte qu'il y ait de la mauvaise communication ou des soucis de communication sur quelques chapitres, parce que c'est pas toujours évident de dire ce qu'on a à dire. Sauf que là, c'est tout le livre. C'est-à-dire que pendant les 2/3 du livre, c'est le personnage féminin qui n'ose pas dire au personnage masculin pourquoi elle a disparu et ce qui s'est passé entre-temps et pourquoi elle revient. Et le dernier tiers, ça arrive à partir du moment où elle va lui dire, elle veut lui dire, elle va le voir et elle va lui préparer tout un discours en lui disant « Tiens, je t'ai préparé une lettre, dans la lettre il y a tout le pourquoi ». Mais lui refuse de la lire parce que « Non mais ça va blesser l'histoire qu'on a construite aujourd'hui ». Non, tu peux pas te plaindre après qu'il y ait des problèmes dans ton couple si de toi-même tu as refusé de voir, d'ouvrir les yeux et de lire les raisons qu'elle t'avait fournies. Et ça vraiment c'est tout le livre. Et pour moi ça passe pas, c'est trop. Je levais les yeux au ciel tout le temps. J'aurais pu apprécier les personnages, mais ce point-là, pour moi c'était rédhibitoire, vraiment. Je ne les supportais plus à la fin. J'avais juste envie de les prendre, de les enfermer dans une pièce, de les secouer, de leur dire parlez-vous. Si vous aviez parlé au chapitre 2, c'est bon, c'était réglé, vous viviez heureux, vous aviez 15 enfants, tout était bien. Bah là non. Là ça a duré tout un livre pour me dire au final oh mince, j'ai pas envie d'écouter. Bah moi ça marche pas. Donc oui, ce livre m'a mis en colère. Donc lisez Amber Falls. Voilà.
Ensuite, j'ai lu encore un tome 2 et une fin de duologie, de nouveau, La Ritournelle des Flammes, le tome 2 des Ballades de Cadence. Le premier, c'était Le Refrain de la Rivière. Je trouve le livre assez complexe à vous résumer, je suis pas très douée pour les résumer, donc je vais vous le lire, ce sera plus simple. Une magie ancienne circule sur l'île de Cadence. Les êtres surnaturels qui la peuplent enchantent la vie des humains au gré de leur fantaisie, mais leurs intentions réelles deviennent troubles le jour où des petites filles commencent à disparaître. Adhéra, l'héritière de l'Est, cherche à tout prix à communiquer avec les esprits afin de découvrir le moyen de sauver ses enfants. Mais une seule personne est capable de les invoquer, Jack Tamerlane. Adhéra le connaît depuis l'enfance, mais elle ne lui a pas laissé le meilleur des souvenirs. Jack, quant à lui, est parti sur le continent pour étudier la musique. S'il accepte de revenir à Cadence, il lui faudra renouer avec un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Ensemble, ils devront faire face à un mal qui s'étend jusqu'aux plus profondes racines de l'île. La duologie entière m'a permis de voyager. J'avais l'impression d'être au fin fond de l'Écosse, sur une île, à travers musique et magie et contes et légendes. J'ai trouvé ça très intéressant, les personnages sont bien écrits, sont prenants. Il peut y avoir des longueurs, je comprends qu'on trouve ça long. Pour moi, ça n'a pas été du tout un point négatif, au contraire. Je trouve l'histoire entre l'île de l'Est et l'île de l'Ouest vraiment utile et bien gérée, tous les conflits qu'il y a entre les deux. Oui, il y a des choses qui se résolvent de manière assez simpliste et ça c'est un peu dommage. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi cette duologie, mais j'ai passé un très bon moment. Je vais continuer à lire des livres de Rebecca Ross. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de coup de cœur, de vrais gros coup de cœur pour ces livres, mais à chaque fois c'était des belles découvertes et des bons moments. Donc je ne peux que vous les recommander. Ensuite, on va continuer avec le deuxième livre écouté, Under Your Spell. Donc vous noterez que c'est encore une romance. J'écoute facilement les romances plus que d'autres genres. Dans celui-ci, on va suivre Clémentine, qui est une fille de Rockstar. Rockstar, son papa, qui a probablement tous les pires défauts que cette catégorie de personnes peut avoir. Donc elle n'a pas une très bonne image de ces gens-là et elle cherche au contraire à les fuir le plus possible. Elle a même très peu de liens avec son père. Sauf que, pour une raison que je vous laisserai découvrir, elle se retrouve le temps d'une soirée, d'une nuit, dans les bras de Théo, qui est lui-même l'une des plus grandes rockstars du monde, sauf qu'elle ne le sait pas à ce moment-là. Elle va découvrir ça plus tard, mais vous vous en doutez bien, c'est une romance, donc ça ne va pas s'arrêter là, et les deux personnages vont se retrouver coincés pendant 6 semaines ensemble dans une maison, et on va suivre toutes leurs aventures et tout ce qui va bien pouvoir se passer. C'était une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment sur ce livre, j'ai bien apprécié les personnages. Clémentine a 2 sœurs et les 3 ensemble ont vraiment un lien de sororité qui est assez intéressant et qui est vraiment bien construit, qui est assez réaliste quand on a des sœurs pour le coup. Le personnage de Théo est positif, il n'y a pas de moments toxiques dans ce livre, ce que je trouve très bien. J'ai beaucoup de mal avec les romances qui ont des côtés très toxiques. Il y a encore des choses qui vont très vite et qui se résolvent de manière un peu trop facile, mais pour le coup je trouve que ça fonctionne vraiment bien dans cette histoire. J'ai beaucoup apprécié l'écriture de Laura Wood, l'autrice, d'ailleurs j'avais pas dit que c'était elle l'autrice. Je n'ai pas lu d'autres livres d'elle, je pense que j'essaierai de voir ce qu'elle a écrit d'autre parce que c'était une bonne romance, un bon moment, et je n'aurais pas de mal à conseiller ce livre pour ceux qui veulent des romances qui soient positives, drapeau vert, tout ce qui va bien. Ensuite, on change totalement de style puisque j'ai lu Chat sur ordonnance de Siyu Ishida aux éditions Albin Michel. C'est donc un roman japonais dans lequel on va suivre des patients qui vont pour un premier rendez-vous dans une clinique psychologique. C'est une clinique que l'on peut trouver grâce à des indications assez étranges qu'on ne trouve pas sur un GPS et dont on entend parler uniquement par le bouche à oreille. C'est donc en vrai une clinique qui n'arrive aux oreilles que de ceux qui en auraient besoin. Dans cette clinique, les gens vont arriver, vont rencontrer le psychologue qui va leur faire une ordonnance. Et cette ordonnance, vous vous en doutez avec le titre, elle va contenir des chats, un chat ou 2. C'était une histoire qui était très agréable. C'est comme beaucoup de livres japonais où en fait vous avez un chapitre, un personnage. Vous suivez vraiment, là vous avez un chapitre, un patient, chapitre 2 vous passez à un autre patient. Mais tout se regroupe et généralement le dernier chapitre est un peu plus sur le lieu, donc là en question sur la clinique que sur les personnages, et nous donne l'explication, le pourquoi cette clinique existe. C'était très sympa, le fait de mettre en avant l'utilité des chats dans le bien-être quotidien, j'aurais tendance à dire le fait de mettre en avant l'utilité des animaux dans le bien-être quotidien, je trouve ça vraiment
très chouette et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature japonaise. Par contre, le livre était assez léger et chaque chapitre se ressemblait un peu trop. La fin est beaucoup trop facile, c'est amené d'une manière très rapide. Donc c'est un livre qui fait quand même 315 pages, mais honnêtement, il est un peu long sur beaucoup de plans. Il y a des personnages, des chapitres que j'ai trouvé plus cohérents que d'autres dans l'utilité du chat. Par moments, j'ai trouvé que ça atteignait ses limites, c'est-à-dire que non, avoir un chat, ça peut pas forcément tout résoudre. Ça peut résoudre beaucoup de choses, mais pas tout. Et là, c'était un peu trop facile dans le « vous avez ça, prenez un chat, ça va aller mieux ». Voilà, c'était la limite de ce livre. Mais ça reste une jolie lecture, un joli moment passé en compagnie de cette clinique. Mais c'est pas un livre que je garderai dans ma mémoire pendant très longtemps. Ensuite, on repart dans la fantasy, avec un livre qui était depuis pas mal de temps dans ma liste des livres à lire que je voulais. C'est Vespertine de Margaret Rogerson. J'adore Margaret Rogerson, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et celui-ci, je l'avais depuis longtemps dans ma pile à lire, tout simplement parce que j'avais beaucoup entendu de retours pas forcément positifs. J'avais beaucoup vu de personnes qui disaient qu'il était bien en dessous de Sorcery of Thorn, donc son livre qu'elle a écrit après, et que du coup c'était décevant, que c'était pas abouti. Donc j'avais vraiment très peur de le sortir. Et ben je suis contente de l'avoir sorti, parce que vraiment j'ai adoré ma lecture. Et je peux comprendre que les gens aient trouvé Sorcery of Thorn au-dessus. Je pourrais pas dire que je l'ai trouvé au-dessus parce que pour moi c'est vraiment pas comparable, on n'est pas du tout dans les mêmes univers. Dans ce livre, on va suivre Artemisia, qui est une sœur grise. Les sœurs grises ont en charge la purification des corps des défunts afin que leurs esprits puissent passer dans l'au-delà. Si ce travail n'est pas fait, les esprits reviennent sur Terre sous forme d'esprits vengeurs. Et pas des esprits vengeurs très gentils du tout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'esprit vengeur pour chaque type de mort possible. Si tu es mort par brûlure, si tu es mort noyé, si tu es mort assassiné, si tu es mort sur le champ de bataille ou de maladie. Vraiment, chaque mort a un fantôme attitré. Sauf que le couvent dans lequel Artemisia se trouve va être attaqué et après plein d'événements, elle va se retrouver en possession d'une relique contenant un esprit très puissant avec qui elle va devoir cohabiter et qu'elle va devoir apprendre à écouter. Ce livre est beaucoup plus sombre, je trouve, que Sorcery of Thorn. Il n'y a pas de romance, il y a juste des histoires d'amitié, de soutien. Je trouve le personnage d'Artemisia très cohérent dans sa manière d'être conçu. C'est un personnage qui a vécu des choses très dures dans son enfance et qui par la suite a continué à être perçu d'une manière assez négative et à être mis de côté. Donc c'est très complexe pour elle d'avancer. L'esprit avec qui elle va devoir cohabiter, pareil, a vécu énormément de choses compliquées, et lui pendant des siècles, donc il a beaucoup de rancœur qu'il a envie d'exprimer. Mais les deux fonctionnent super bien l'un avec l'autre, il y a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup rigolé sur ce livre, je trouvais les interactions entre les deux vraiment très sympas. Mais tous les personnages que l'on retrouve autour sont aussi très bien conçus, très bien écrits. Donc oui, ce livre est plus sombre et je pense que c'est pour ça qu'il a moins plu à certaines personnes qui ont préféré Sorcery of Thorn. Je regarde là-bas parce que le Sorcery of Thorn est juste derrière. Je pense que ceux qui s'attendaient déjà à un livre dans le même genre avec de la romance, une romantaisie, automatiquement ont été déçus parce que c'est pas du tout ce genre de livre. Personnellement, c'est tout à fait le genre de livre que j'aime et je l'ai vraiment adoré. J'ai adoré ma lecture. C'est, une fois de plus, pas un coup de cœur. J'ai pas eu de coup de cœur de toute manière ce mois-ci. Mais ça reste un livre que je vous recommande si vous l'avez et que comme moi vous hésitez parce que vous avez entendu des critiques négatives. Essayez parce que vraiment, j'ai trouvé vraiment très chouette. Dernier livre ensuite, le dernier lu du mois de mars. Ah, celui-là j'avais hâte de le lire. Regardez comme il est beau. Il s'agit du Refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. Ce livre-là, je l'attendais avec impatience, j'avais très hâte de le lire. Heather Fawcett, c'est l'autrice de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. J'ai lu le tome 1 de l'encyclopédie féerique. Je n'ai pas lu encore les suites. Ça fait partie de ces livres où j'ai très peur d'ouvrir la suite et d'être déçue parce que j'ai adoré le tome 1. Mais je vais les lire, peut-être que je les enchaînerai. Dans ce livre, on va suivre Agnès, qui est responsable d'un refuge pour chats errants. Sauf que, du jour au lendemain, sa vie toute bien rangée et remplie de listes à cocher du matin au soir, va se retrouver sans dessus-dessous puisque deux magiciens vont s'affronter dans la rue et un sort va mal se passer et va rebondir et détruire plusieurs commerces dont son refuge. Elle va donc être obligée de chercher un nouveau local et va tomber sur un local très intéressant dont le propriétaire est quelqu'un de mystérieux qu'elle ne connaît pas.
jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il s'agit en fait du roi des sorciers, le plus puissant sorcier de la ville, qui se sert des sous-sols de ce commerce pour faire de la vente illégale d'artefacts magiques. Cette histoire, c'est encore une fois une cosy fantasy, donc de nouveau on ne s'attend pas à avoir à chaque chapitre plein de rebondissements et d'actions, ce n'est pas le cas. C'est des livres qui sont doux à lire, qu'il faut prendre vraiment comme un moment de pause, et c'est le cas avec celui-ci. Mais surtout, ce livre, c'est totalement une réécriture du château ambulant ou du château de Hurle. Et c'est une très très bonne réécriture. J'ai adoré les personnages. Je trouve que Agnès est hyper cohérente dans sa construction. C'est un personnage, c'est une femme qui a la trentaine et qui est veuve. Elle n'a pas eu des dernières expériences qui étaient très faciles et son refuge, c'est devenu toute sa vie. C'est aussi devenu ce qui lui reste de son mari. Le personnage du magicien, donc de Havelock Renard, est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut croire au début, exactement comme dans le château ambulant. De toute façon, c'est vraiment le personnage de Hurle, je ne sais plus son nom dans le film. Bon, le personnage de Hurle dans le livre en tout cas. C'est vraiment la même chose, mais vous avez rajouté des chats. Voilà. Si vous aimez le château ambulant, lisez ce livre, vous allez passer un super bon moment. Si vous aimez les chats, lisez ce livre, vous allez passer un super bon moment. Si vous aimez la cosy fantasy, lisez ce livre, vous passerez un très bon moment. Si vous aimez la magie, vous passerez aussi un très bon moment. Vraiment, il y a beaucoup de raisons de lire ce livre. Encore une fois, c'est pas un coup de cœur, il me manque quelque chose, mais c'est l'une de mes meilleures lectures du mois, que j'ai vraiment adoré. Ça m'a donné envie de revoir encore le château ambulant, que j'ai vu des centaines de fois, mais c'est jamais trop. Je sais que dans les critiques que j'ai pu commencer à voir, il y en a qui ont été déçus. Par la lenteur, parce qu'en effet ça peut être lent pour certains, il se passe pas énormément de choses. Moi c'est ce qui me convient dans ce genre de lecture. Certains aussi ont été déçus par la romance entre les deux personnages, qu'ils trouvent un peu inexistante. C'est quelque chose, je suis pas d'accord avec ça, puisque pour moi en fait c'est simplement la manière dont Heather Fawcett, l'autrice, écrit ses romances dans ses livres, parce que pour moi c'est la même chose dans Emily Wilde. C'est vraiment une écriture qui est tout en douceur et rempli de réserve. Moi je trouve ça positif dans un monde où on a beaucoup de romantaisie et de romantaisie très épicée souvent. Moi je trouve ça rafraîchissant d'avoir quelque chose de plus réservé. Je conseille à 1000% ce livre et je vais me motiver très très fort pour aller lire les tomes 2 et 3 de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde. C'était donc le dernier livre. Je ne sais pas quel va être mon premier livre du mois d'avril encore, mais j'ai très très hâte de voir ça. Je vais finir avec un spectacle, c'est vraiment quelque chose qui n'arrivera pas souvent, mais j'ai été voir le dernier spectacle de l'humoriste Haroun, je ne sais plus le nom de son spectacle, je mettrai de toute façon l'affiche. J'ai passé un excellent moment, j'ai rigolé, pas du début à la fin, je ne rigole pas forcément à toutes les blagues, mais j'ai vraiment eu de très gros moments de fou rire, et ça fait beaucoup de bien. Haroun a une manière d'écrire qui est très précise, qui est assez rafraîchissante, qui est propre, qui est drôle évidemment. Il aborde beaucoup de sujets différents, des sujets qui font rire à tous les cas, des sujets qui peuvent faire grincer des dents certains. Pour moi ça fonctionne extrêmement bien, j'avais déjà vu ses précédents spectacles sur YouTube principalement. Et celui-ci vraiment, si vous avez l'opportunité d'aller le voir, allez-y, vous allez passer un très bon moment. Prévoyez un peu de temps parce que je m'attendais à un spectacle d'1h15, c'est souvent ça sur les spectacles, les seuls en scène d'humour, parce qu'il faut tenir le rythme de parler pendant autant de temps. Le spectacle a commencé, j'ai regardé l'heure, il était 19h15, à la fin j'ai regardé l'heure, il était 21h15, donc 2 heures de spectacle, c'est beau, sans entracte. Donc vraiment bravo à lui, son spectacle est vraiment très très chouette, très bien écrit, très bien conçu. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce spectacle si vous pouvez, vous allez passer un très bon moment. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais prendre grand plaisir à recommencer à en faire. J'ai déjà commencé le montage de cette vidéo et vraiment je me rends compte que ça m'avait énormément manqué. Donc j'ai très très hâte de poster ça et de voir si quelques personnes verront cette vidéo ou combien de temps elle restera à 0, 2 ou 3 vues. Si quelqu'un a envie de parler, de réagir sur un des films, jeux ou livres que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo, vraiment n'hésitez pas, je serais très curieuse que vous ayez le même avis que moi ou pas. Je trouve ça toujours intéressant de discuter quand on n'a pas le même avis. Parce qu'en effet, c'est totalement personnel et vous pouvez avoir détesté ce livre-là, je vous jugerai un petit peu mais pas beaucoup, et adorer Willow Lake, par exemple. Mais je serais contente d'en pouvoir en débattre. Je vous souhaite une très belle fin de journée, fin de soirée, bonne journée, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.